Il y a quelques mois, je rencontrais l'un de mes prédécesseurs qui a occupé les mêmes fonctions que moi dans un gouvernement autour des questions de jeunesse et de vie associative. Et il me disait qu'il constatait combien ces fonctions, la manière de les appréhender, la manière de les conduire, avaient considérablement évolué et s'étaient considérablement transformées en l'espace de quelques années seulement. Et de fait, je ne sais pas s'il y a quelques années, un tel rendez-vous, une telle réunion consacrée à la responsabilité sociétale des entreprises aurait proposé l'intervention d'un secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de la vie associative. Et pourtant, aujourd'hui, cela relève, en tout cas pour moi et je l'espère pour vous, d'une réelle évidence. Parce que l'irruption de l'engagement dans la société qui concerne l'ensemble des secteurs de l'intérêt général a fait tomber beaucoup de barrières. Parce que la RSE, l'idée même que les entreprises doivent assumer des responsabilités de nature multiple, qui vont au-delà de leur sphère d'activité naturelle dans l'objectif de contribuer au bien commun et à la société, s'est profondément installée au-delà des simples injonctions juridiques. Elle est venue interroger deux éléments. D'une part, la notion même d'intérêt général, dont nous savons depuis longtemps que l'État n'est plus le seul dépositaire, comme le démontre clairement le travail du secteur associatif et des fondations depuis maintenant de nombreuses années, et dont l'entreprise s'empare désormais de manière tout aussi installée. Et plus encore, la RSE est venue interroger notre modèle entrepreneurial, parce qu'elle pose la question de l'impact de l'entreprise sur la société dans son acception large. Elle suppose une démarche globale, un engagement total, bien au-delà des frontières qui sont trop longtemps restées érigées et qui ont eu tendance à opposer des mondes qu'aujourd'hui tout semble rassembler. Je ne vais pas revenir sur la diversité des sujets qui peuvent être abordés à travers ce concept. Deux choses m'intéressent tout particulièrement au regard des politiques publiques que j'ai la chance de porter aujourd'hui au gouvernement. Le dialogue et le travail avec les partenaires de l'entreprise, d'abord, au premier rang desquels, évidemment, les associations dont je suis en charge au gouvernement, et la question des jeunes face à cette transformation profonde des entreprises. Si pour beaucoup le terme de RSE évoque spontanément la question environnementale avant toute chose, elle s'inscrit, nous le savons, dans une démarche bien plus vaste. C'est la traduction de la notion de développement durable au sein de l'entreprise. Elle incite les organisations à revoir leur grille de lecture et à prendre en compte une multitude d'exigences qui sont celles des objectifs de développement durable définis par l'Organisation des Nations Unies. Dépasser le seul critère économique, c'est inscrire l'action de l'entreprise dans le temps long, en pensant la durabilité de l'ensemble de son organisation. La RSE, au-delà d'un simple rapport annuel, c'est donc un engagement de toute l'entreprise, de toutes ses composantes. Travailler sur l'équité salariale, c'est s'engager. Réduire ses émissions de CO2, c'est s'engager. Choisir une pratique d'investissement à impact, c'est s'engager. Construire une stratégie de mécénat pour soutenir l'intérêt général, c'est une fois encore s'engager. Et comme dans tout engagement, il faut être plusieurs autour de la table, plusieurs sur le terrain, plusieurs partenaires, plusieurs forces vives qu'il faut rassembler pour concrétiser des projets. Et je voudrais donc revenir, même si je sais que cela a fait l'objet de discussions et d'échanges que vous avez eus ce matin, sur mon premier point, celui du dialogue avec les parties prenantes. La RSE s'est construite autour de deux pratiques à la base de toute démarche. La première d'entre elles, je viens de l'évoquer, c'est de s'interroger sur sa propre entreprise, c'est-à-dire avoir le courage de se poser la question: quel est mon impact externe, mais aussi mon impact interne. La seconde, c'est l'identification et le dialogue avec les parties prenantes, les partenaires de l'entreprise, c'est-à-dire les organisations qui évoluent autour d'elles, les fournisseurs, les clients, les collectivités territoriales notamment. Et ma conviction, c'est que pour répondre à ces deux enjeux, les associations et les fondations, les structures de l'intérêt général, peuvent et doivent s'avérer être de véritables alliés. Le temps des relations verticales à sens unique, parfois même tutélaire, entre les entreprises et les associations est révolu. Beaucoup d'entreprises ont compris que rester sourdes aux échanges avec les associations, c'est se couper d'indications précieuses sur les attentes et les besoins d'un territoire et donc d'un marché potentiel. Car les associations connaissent avec précision les forces et les faiblesses des territoires sur lesquels elles sont implantées. Elles sont les plus à même de capter les signaux faibles et de les partager avec les entreprises, y compris pour l'entreprise dans une logique de stratégie commerciale ou industrielle. La multiplication des différents types de partenariats entre entreprises et associations est d'ailleurs une illustration concrète de cette compréhension et cette compréhension de la complémentarité
et de la nécessaire association de ces deux acteurs. Les exemples se multiplient, je ne vais pas tous les citer. Des exemples de joint venture, comme l'ont montré Accenture et l'association ARES autour de l'insertion dans l'emploi, des exemples de mécénat, de partenariat, de sponsoring, de complémentarité d'activités. Ce qui me semble absolument essentiel et ce sur quoi j'insiste très régulièrement, c'est que ces complémentarités et ce travail collaboratif, il est aujourd'hui une des sources, et peut-être la source principale aujourd'hui en flux de l'innovation sociale dans notre pays. Nous savons combien elle est importante pour la société. Nous savons aussi que l'innovation sociale, qui a très longtemps été financée très majoritairement, si ce n'est exclusivement par les pouvoirs publics, a besoin aujourd'hui de trouver d'autres sources de financement. À mesure que les moyens publics se raréfient, les moyens publics dédiés à la prise de risque, y compris en matière d'innovation sociale, se raréfient aussi et ont tendance à se tourner vers des actions déjà installées dont l'efficacité a été déjà prouvée sur le terrain. Et à ce titre, je considère vraiment que les entreprises en lien avec les associations, les fondations, ont un rôle majeur à jouer de tests, de découvertes, d'initiatives, d'innovations sur le terrain qui peuvent faire leurs preuves et ensuite être reprises par l'État en politique publique. Je cite souvent des exemples à ce titre. Le plan pauvreté qui a été présenté par le président de la République il y a maintenant un an prévoit des mesures fortes pour lutter contre les sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance, qui est un enjeu auquel de nombreux gouvernements tentent de s'attaquer depuis plusieurs années. Et ces mesures, elles sont nouvelles pour les pouvoirs publics, mais elles avaient été testées sur le terrain, elles avaient été expérimentées sur le terrain. Elles avaient été expérimentées par BNP Paribas et les apprentis d'Auteuil, qui avaient de concert ensemble mis en place ces mesures sur le terrain, et parce qu'elles ont été testées, parce qu'elles ont été financées ici par un partenaire privé, elles ont fait leurs preuves et elles ont ensuite permis à l'État, au pouvoir public, d'arriver dans un second temps et de pouvoir avec confiance s'engager à travers des mesures qui avaient déjà été prouvées sur le terrain. C'est pour moi extrêmement important de l'indiquer, de le souligner, de l'assumer aussi, y compris quand on est membre d'un gouvernement. C'est un discours de vérité qui me semble particulièrement important et sur lequel je m'arrête très, très régulièrement. La démarche RSE, en ce qu'elle suppose des interactions sociales repensées, peut devenir ainsi une source d'innovation pour les entreprises qui puisent dans ces partenariats de nouvelles idées, de nouvelles opportunités, qui peuvent d'ailleurs déboucher sur de nouveaux produits et services. Et de l'autre côté, et c'est aussi un point sur lequel je veux insister, les associations tirent aussi des bénéfices de ces interactions. Il faut assumer de dire que les relations entre associations et entreprises ne peuvent et ne doivent et ne se limitent pas à des relations financières d'un financeur à un financé. Et qu'au-delà des flux financiers, au-delà du subventionnement, c'est bien un transfert de compétences, un transfert d'efficacité, c'est une réinterrogation aussi des pratiques des associations sur le terrain qui leur permettent d'être de plus en plus efficaces et de se développer au profit des usagers. C'est l'accompagnement vers une professionnalisation des pratiques et, in fine, cela profite toujours à l'intérêt général et donc ici doublement. Ces synergies sont installées et établies au niveau national et je crois que vous en êtes tous les acteurs ici dans cette salle. Et ma conviction, c'est que nous pouvons et nous devons les développer au niveau local et que, à ce titre, sur ce sujet-là, il nous reste encore de très fortes marges de manœuvre à développer. C'est la raison pour laquelle, cette année, nous avons élargi la possibilité pour les TPE et les PME de recourir au mécénat. Une PME qui a 1 million d'euros de chiffre d'affaires pouvait, jusqu'à l'an dernier, défiscaliser jusqu'à 5 000 euros de dons qu'elle réalisait auprès d'une association. Depuis cette année, c'est 10 000 euros, c'est donc doublé. Ça me semble être une marge de manœuvre extrêmement importante pour les entreprises dans nos territoires. Ça me semble être un champ absolument majeur qu'il nous faut investir au service de l'intérêt général, de l'engagement de toutes les entreprises au plus près des citoyens et des territoires, puisqu'une PME, une TPE, a tout autant intérêt à s'engager pour son territoire qu'un grand groupe a intérêt à s'engager pour son pays. Elle peut même avoir plus d'intérêt à s'engager pour son territoire, évidemment dans une logique d'image, de stratégie commerciale, pour montrer à ses clients, aux consommateurs qu'elle agit pour l'intérêt général et que consommer dans son entreprise, c'est aussi agir pour son territoire, mais plus encore pour changer son territoire. Je rencontre quotidiennement des chefs d'entreprise, des patrons de PME qui me disent sur le terrain avoir énormément de mal à recruter des jeunes formés. Ça revient absolument partout. Ces mêmes entreprises, en s'engageant pour des associations qui favorisent la formation, l'insertion des jeunes sur leur territoire, elles font aussi un investissement pour l'avenir, en permettant, dans quelques années, d'avoir à sa disposition un vivier de jeunes formés, insérés, parce qu'elle aura agi en amont pour répondre à des difficultés qui se présentent à elle aujourd'hui. De même qu'une entreprise qui constate qu'elle perd des parts de marché parce que
son territoire connaît une insécurité très forte, a intérêt à soutenir financièrement, soutenir en mécénat de compétences, des associations de son territoire qui participent au lien social, à la pacification du climat aussi, là, dans une logique de développement et de stratégie de l'entreprise. Ces alliances stratégiques me paraissent donc indispensables aux uns et aux autres et prennent des formes de plus en plus souples, mais elles se heurtent parfois à des incompréhensions et des appréhensions de part et d'autre. Je constate partout et chaque jour pourtant que le monde associatif a profondément évolué sur ce sujet. Évidemment, il reste des résistances. Évidemment, il reste des querelles de chapelle et des responsables associatifs nationaux ou locaux pour estimer que associations et entreprises ne doivent rien avoir à faire ensemble et que le seul lien que les associations peuvent avoir, c'est bien avec l'État, les pouvoirs publics ou les collectivités locales. Mais je mesure profondément à quel point il y a ici un changement culturel qui est en train de s'opérer et pour moi, il s'agit d'une véritable opportunité. En tout cas, je considère que le rôle de l'État en la matière n'est pas de décréter, puisque ces changements sont visibles sur le terrain, mais de jouer les facilitateurs. C'est pourquoi je lancerai dans les prochaines semaines un groupe de travail associant le MEDEF et le mouvement associatif pour réfléchir à la meilleure façon de construire des partenariats efficaces dans les territoires afin que cette énergie se transforme en actions concrètes et pertinentes. La stratégie des RSE, c'est aujourd'hui un élément clé aussi pour le recrutement des jeunes. Elle est en effet devenue cet élément déterminant du développement de la marque employeur et elle constitue un véritable attrait pour les jeunes talents et plus globalement en termes de pratiques RH, elle est essentielle dans la fidélisation des collaborateurs. Une étude conduite par l'EDEC démontre par exemple que la diversité des collaborateurs est le premier critère de choix d'une entreprise par les jeunes. Le respect des principes du développement durable arrive en deuxième position devant la politique salariale qui n'est que le troisième choix. Je relèverai un autre chiffre marquant de cette étude, caractéristique de la jeune génération. À la question « À quoi faut-il rester fidèle pour réussir ?», 60% répondent « Rester fidèle à ses valeurs » contre 3% « Rester fidèle à son entreprise ». J'ai la conviction que les deux sont parfaitement compatibles comme vous. Les résultats du sondage commandé par RM Conseil à l'IFOP, qui vous ont été présentés, je crois, ce matin, qui ont été publiés dans la Croix, vont tout à fait dans cette direction et accréditent ce constat qui est désormais parfaitement installé médiatiquement. Les pratiques RH jouent naturellement un rôle majeur pour mettre l'engagement au cœur de la vie quotidienne des collaborateurs à travers le mécénat de compétences, le don de RTT, l'espace accordé pour mener à bien des projets personnels, le respect de l'équilibre vie privée et vie professionnelle. Mais elles peuvent aller plus loin car elles participent aussi de la construction d'équipes diversifiées. Et l'un des éléments de diversification sur lequel je veux insister, car il m'intéresse au premier chef, c'est celui des compétences acquises en dehors des cursus scolaires, universitaires habituels, et notamment celles acquises via l'engagement. Reconnaître les soft skills d'un jeune qui sort d'un service civique, c'est aussi donner des chances de réussite à ceux qui ont un parcours plus atypique, c'est dénicher des profils variés, c'est aussi donner l'opportunité aux collaborateurs de faire valoir des compétences complémentaires et donc de venir d'autant plus enrichir l'entreprise. Et là aussi, je constate que les choses ont profondément évolué ou sont en train d'évoluer profondément. Dans un récent rendez-vous avec des responsables du patronat, un participant me disait que le bas du CV est en train de devenir le haut du CV, que finalement pour beaucoup de groupes, beaucoup d'entreprises, l'engagement qui était auparavant relativement secondaire ou qui parfois pouvait interroger sur les profils, parfois même bloqués, est aujourd'hui devenu ce qui différencie deux candidatures. C'est aussi devenu ce qui garantit que dans un monde où les métiers évoluent très rapidement, où les enjeux évoluent très rapidement, la capacité d'initiative, la capacité d'adaptation face à des enjeux qui naissent, elle est attestée par cet engagement et cette expérience en dehors des cursus professionnels, scolaires, universitaires qui a été réalisée et démontrée par les jeunes. C'est donc pour moi un élément évidemment très important, moi qui suis en charge de l'engagement au gouvernement, que d'assumer cette réalité, que les entreprises l'assument aussi, parce que c'est aussi un enjeu d'attractivité vers l'engagement pour beaucoup de jeunes qui sont très tournés vers l'engagement. On l'a encore vu ces derniers mois de manière extrêmement puissante sur la question de l'environnement, mais qui doutent parfois de l'utilité pour eux, personnellement, de s'engager, de donner du temps à l'intérêt général. Et souvent, il y a des arbitrages à réaliser entre l'engagement pour l'intérêt général, l'engagement au service de l'intérêt général, des formations qui restent évidemment essentielles, mais les deux peuvent être complémentaires. Et plus les entreprises diront qu'elles sont aujourd'hui ouvertes à des talents, à des profils qui ont cette marque, cette fibre qui a été développée sur le terrain, plus elles participeront à construire cette société de l'engagement que le président de la République a appelée de ses voeux. Et je terminerai sur ce point. Dans son intervention à l'issue du grand débat national, dans sa conférence de presse, le président de la République a
terminé son propos en affirmant qu'il souhaitait l'avènement d'une société de l'engagement. Il a cité la vie associative, le service civique, mais plus globalement, il a affirmé que la société de l'engagement allait l'affaire de tous. Et que finalement, si elle est une réponse au mouvement que nous avons vu dans ce pays, c'est parce qu'à travers l'engagement, on fait tomber toutes les barrières. On démontre que des liens sont possibles entre des acteurs dont on a le sentiment qu'ils sont parfois en concurrence ou qu'ils se nuisent les uns aux autres. Et il y avait beaucoup de ce discours dans le mouvement qu'on a vu se développer dans le pays. Et donc, ma conviction, c'est ce qui se discute aujourd'hui, ce qui se fait aujourd'hui. C'est une profonde brique, c'est une brique extrêmement importante, c'est une profonde réponse à ces mouvements. Et c'est cette capacité à démontrer que oui, les frontières s'estompent, que les entreprises agissent au service de l'intérêt général, qu'elles le font main dans la main avec les acteurs de l'intérêt général sur le terrain, avec les associations, avec les fondations, avec les Français qui sont de plus en plus nombreux à s'engager et qui doivent le faire à toutes les étapes de leur vie, à toutes les étapes de leur parcours professionnel et de leur parcours personnel. C'est donc pour moi, c'était extrêmement important de venir le dire ici devant vous. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie RM Conseil et Romain Mouton pour leur invitation et je vous souhaite de très bons travaux pour cet après-midi.